Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La mort de George Floyd à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, a suscité un débat dépassant largement les frontières américaines, comme on le voit au Québec et ailleurs ces jours-ci. À travers cela, une série de concepts qui jusqu'ici étaient contenus dans les marges de l'espace public sont en voie de normalisation accélérée. Il semble aujourd'hui obligatoire de reconnaître la validité de concepts comme racisme systémique, discrimination systémique ou encore privilège blanc. Que comprendre de ces concepts? Ne risque-t-il pas d'entraîner une racialisation des rapports sociaux? Que nous disent-ils sur l'évolution des sciences sociales et des représentations sociales? Pour en parler, je reçois le sociologue Stéphane Kelly, professeur au Cégep de Saint-Jérôme et auteur de nombreux ouvrages qui ont marqué l'esprit public depuis près de 25 ans. Stéphane Kelly, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question première, parce que vous avez fait une intervention cette semaine, vous avez publié un texte sur Facebook où vous repreniez à certains égards une intervention que vous aviez faite dans un colloque il y a quelques mois sur la question des discriminations, sur la question des ce qu'on appellerait aujourd'hui justement les questions de discrimination systémique et ainsi de suite, et vous remettiez en question la notion de privilège blanc dont on parle beaucoup ces temps-ci. Alors, j'aurais deux questions pour vous. La première, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la notion de privilège blanc selon ceux qui en font la promotion de ce concept? Et deuxièmement, pourquoi vous sembliez réservé par rapport à ce concept? Ben, la notion de privilège blanc, c'est une notion, c'est un concept qui a beaucoup été utilisé, exploité, développé dans la science sociale américaine, dans un contexte particulier dans les années 60-70, pour mettre en évidence la domination dont ont été victimes les Afro-Américains dans l'histoire américaine. Et dans ce contexte-là, dans les années 60-70, ce concept-là pouvait avoir une certaine pertinence, une certaine utilité, parce que il était pas fou de penser que l'histoire américaine avait été largement façonnée par un conflit entre les WASPs, le groupe fondateur aux États-Unis, dans les colonies anglaises, et de l'autre côté, des esclaves et des descendants d'esclaves jusqu'à la révolution des droits civiques dans les années 60. Alors, donc, dans les années 60-70, effectivement, on pouvait considérer que les Blancs américains, en particulier ceux qui avaient été qu'on pouvait identifier comme appartenant au groupe blanc anglo-protestant, jouissaient d'un privilège d'être blanc. Il reste que la société américaine a largement évolué depuis les années 60-70. Les États-Unis sont devenus une société multiraciale, même si j'aborde la notion de race, et multiculturelle. Et plus que ça, l'élite politique, économique, culturelle américaine aujourd'hui, c'est une élite qui est multiculturelle et, disons-le, multiraciale. Alors, donc, le privilège blanc, ça peut pas permettre aujourd'hui d'expliquer les enjeux sociaux et politiques importants qui traversent la société américaine. Alors, vous nous dites, c'est un concept qui a été, n'a pas survécu aux années 60-70, même aux États-Unis. En fait, j'aurais deux questions à vous poser sur ça. Vous distinguez, si je comprends bien, les WASP, donc parmi tous les blancs, entre guillemets, vous dites un instant, tous les blancs sont pas interchangeables, il y a les WASP, donc je devine que vous faites référence aussi aux ethnic whites, comme on disait autrefois, aux blancs ethniques, donc les Polonais, les Irlandais, les Italiens, qui n'auraient pas bénéficié de ce privilège blanc. Et deuxième question, dans le même esprit, est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'aujourd'hui, même si la notion de privilège blanc, vous la remettez en question, est-ce qu'on peut dire que la société américaine demeure quand même marquée
par l'héritage de l'esclavage et la ségrégation, est-ce qu'on peut dire que la communauté noire américaine demeure dans une situation structurellement désavantageuse quand même aux États-Unis? Ben, les Américains, les Afro-Américains, évidemment, aujourd'hui, subissent encore des effets, évidemment, de la longue histoire de ségrégation raciale qui a façonné la société américaine. Donc, alors ça, c'est une chose, il faut l'admettre. Il y a encore des problèmes sérieux, très graves aux États-Unis, qui sont vécus par les Afro-Américains. Mais il faut admettre en même temps que la situation a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui une classe moyenne afro-américaine. Il y a aussi une certaine bourgeoisie afro-américaine, comme il y a aussi une certaine bourgeoisie latino maintenant aux États-Unis. Alors ça, je pense qu'il faut faire ces distinctions-là. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, le groupe dominant, évidemment, c'était le groupe blanc anglo-protestant, mais évidemment l'élite américaine, la classe supérieure américaine, s'est diversifiée un peu, puis s'est ajouté à cette espèce de noyau en anglo-saxon protestant, s'est ajouté évidemment des éléments venant de la communauté italienne, de la communauté irlandaise, évidemment des Juifs. OK, alors j'espère pouvoir en parler tout à l'heure. Il y a une étude assez intéressante là sur la question de la réussite professionnelle et économique aux États-Unis. Alors, les Juifs, évidemment, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à fortement, entrer dans l'élite américaine par leur excellence au niveau scientifique, au niveau intellectuel, au niveau économique. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, là, pour bien comprendre la situation politique aux États-Unis, il faut à la fois admettre que le problème, la condition des Afro-Américains elle est loin d'être réglée et solutionnée. Puis évidemment, si elle l'était, on verrait pas ce qui se passe dans les grandes métropoles américaines aujourd'hui. Mais à la fois, la situation a changé, la situation s'est complexifiée, de sorte qu'aujourd'hui, il y a le groupe qui constitue l'élite aux États-Unis. C'est un groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une élite qui est multiculturelle, multiraciale, qui vit dans les grandes métropoles. Hein. Il y a le clivage entre la métropole puis la périphérie, les petites villes, les villages aux États-Unis. Et donc, au sein même de cette élite-là, il y a une composante qui est noire. OK? Alors, ça, c'est important à comprendre. Alors, vous faites référence, Mathieu, à la conférence que j'ai donnée il y a à peu près il y a quelques mois, en fait, l'automne dernier, où je remettais en question la question du privilège blanc. Puis je m'appuyais sur une étude qui est extrêmement intéressante, moi, qui m'a vraiment fasciné, de deux auteurs américains, Amy Chua, qui est une professeure à Yale en sciences politiques, qui est d'origine chinoise, et son mari, qui s'appelle Jed Rubenfeld, qui est un juriste américain très connu, qui a écrit des livres marquants, qui a même écrit des polars qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Ils ont écrit un livre qui s'appelle The Triple Package, et dans ce livre, ils se sont demandé comment on fait pour se hisser au sommet de l'échelle sociale américaine? Comment on fait pour s'accaparer les meilleures places dans l'élite politique, économique ou culturelle? Et ils ont découvert qu'il y avait 8 groupes culturels. C'est pas des groupes qui sont étroitement ethniques, là, mais il y a 8 groupes culturels et qui se sont démarqués au moins depuis une génération. Et je vais les nommer parce que c'est assez intéressant pour la suite des choses. Et évidemment, les Juifs, évidemment, on le savait, là, les Juifs, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils connaissent, disons, des performances extrêmement bonnes en termes de réussite économique. Il y a aussi le groupe des Mormons. Il y a les expatriés cubains. Il y a les Iraniens. Il y a le groupe culturel chinois et il y a les Indiens d'Asie et il y a aussi les Libanais. Alors, donc, c'est 8 groupes qui maintenant
accaparent les meilleures places dans l'échelle sociale américaine. Alors, quand on regarde ces groupes-là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs de ces groupes-là qui sont pas blancs. Alors, c'est le cas des Indiens d'Asie, des Chinois, et il y a un groupe aussi que j'ai oublié qui est les Nigériens. Les Nigériens d'Afrique qui ont une réussite exceptionnelle aux États-Unis dans le secteur bancaire, par exemple, puis dans d'autres domaines. Donc, cette étude-là est extrêmement intéressante parce qu'elle montre comment ces groupes-là ont réussi à gravir l'échelle sociale dans la société américaine. Puis c'est les groupes qui ont les meilleures performances, dans le système universitaire, qui sont les plus présents à la tête des grandes corporations américaines. Ce sont les groupes qui ont les meilleurs revenus. Puis en termes de mobilité intergénérationnelle, ce sont les groupes culturels qui ont les meilleurs résultats. Alors, votre description est très, très fine, très détaillée. Je me permets de traverser la frontière, comme les débats traversent les frontières aujourd'hui. Alors, vous nous proposez une sociologie des élites américaines en complexifiant finalement le portrait qui nous en est souvent proposé. Il se trouve par ailleurs que les concepts utilisés, peut-être moins d'ailleurs par la sociologie américaine que par certaines mouvances militantes, ont traversé la frontière, l'ont traversé au nord, et aujourd'hui, nous nous retrouvons au Québec avec, par exemple, mais pas seulement au Québec, on peut le voir ailleurs, mais au Québec notamment, avec des débats sur le privilège blanc au Québec, sur le racisme systémique au Québec. On sait que ces débats-là sont très présents ces jours-ci, et ça s'accompagne, dans notre cas, d'une forme de mutation des représentations de la société. C'est-à-dire, d'un côté, les Québécois, jusqu'à tout récemment, se voyaient comme dans la position du porteur d'eau, scieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays, pour reprendre la formule de Félix Leclerc. Ils étaient devenus maîtres chez nous, maîtres chez eux dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Et là, il y a une forme d'inversion de la lecture de l'histoire où désormais, les Québécois, on aurait ici donc du racisme systémique, un privilège blanc, qui consiste quelquefois même à abolir les différences entre les groupes nationaux, c'est-à-dire Lord Durham et Papineau étaient blancs tous les deux, mais à ce qu'on en sait, ils n'avaient pas la même histoire ni la même position sociologique, et leurs descendants non plus. Donc, est-ce que vous considérez que ces concepts-là qui ont migré au nord de la frontière ont une pertinence ici? Et par ailleurs, comment expliquez-vous, si ma description n'est pas inexacte, comment expliquez-vous l'américanisation de notre imaginaire et de nos mentalités lorsque vient le temps d'écrire sociologiquement le Québec? Je vais commencer par le deuxième volet de la question. Comment on en est arrivé à une très grande américanisation des esprits au Québec. Ça, c'est un thème que vous avez, Mathieu, souvent abordé dans vos articles, puis je suis assez d'accord avec votre constat. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs parce que moi, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal dans les années 90, puis j'ai été beaucoup influencé. Je lisais beaucoup des auteurs américains. Je peux dire que mes principales références sont des auteurs américains. Puis depuis quelques années, je me tourne un petit peu plus vers des auteurs européens. Alors, je constate que moi-même, j'ai été un peu le fruit, le résultat un peu de ce courant-là. Il faut comprendre, dans les années 80, après l'échec du référendum, il y a eu toute une critique du nationalisme québécois. On a même chez des souverainistes, il y avait une tentative de vouloir chercher de nouvelles pistes. Je pense par exemple à Lise Bissonnette, qui s'est beaucoup entiché de l'idéal de la transculture qui était porté par la revue Vice Versa. Il y avait eu une polémique aussi, vous en souvenez probablement, Mathieu, entre Lise Bissonnette et Fernand Dumont. Dumont qui, lui, prêchait en faveur d'une connexion entre le Québec et la culture, la civilisation française. Et Lise Bissonnette disait que c'était de la foutaise, tout ça, puis qu'on était seulement des Français d'Amérique. Ou des Américains parlant français. Alors donc, ça a pavé la voie, tout un courant qu'on a appelé le courant de l'américanité avec des intellectuels importants, mais bon, dont on peut critiquer les travaux. Je pense à Yvan Lamonde, je pense à Gérard Bouchard. Et il y a eu toute une mouvance intellectuelle, mais à la fois dans la société, le Québec s'est beaucoup rapproché des États-Unis, notamment avec
avec la continentalisation de l'économie, le développement du libre-échange, la montée du Québec Inc. Alors, on se voyait comme les Québécois comme des coureurs de bois, comme des Américains parlant français, mais capables de rivaliser avec les meilleures compagnies américaines, capables de rivaliser avec les meilleurs scientifiques américains. Alors, on a été comme un peu dans le rêve d'Elvis Gratton, si on peut dire. Et aujourd'hui, ça mène à toutes sortes de choses complètement folles et délirantes. L'idée que la société québécoise serait traversée par les mêmes lignes de fracture que la société américaine, notamment la question raciale. Ok, alors donc on est vraiment rendu au bout de ça, puis on le voit dans les médias. Quand il y a le Super Bowl, bien évidemment, le Québec vit pendant une semaine à l'heure du Super Bowl, puis on vante des recettes, puis on est américain pendant une semaine. Même chose avec le Black Friday, la Thanksgiving. C'est rendu, on est obligé d'adopter à peu près toutes les traditions, les coutumes, les mœurs de la société américaine. C'est complètement fou, c'est complètement délirant. Puis pour comprendre ça, il faudrait aller relire nos premiers auteurs indépendantistes qui prônaient une certaine décolonisation, les Aquin, les Jean Boutillette, les Miron, parce qu'on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. OK. L'autre question, la question de est-ce qu'il y a un privilège blanc? Est-ce qu'il y a un racisme blanc au Québec? Bon, la question du profilage racial, c'est une question qui est un peu embêtante. Il y a des bavures policières, il y a de la maladresse, il y a des situations tristes qui se vivent sur le terrain. Il y a des imbéciles aussi dans le corps policier, il faut le souligner. Il y a de la brutalité policière au Québec, comme dans tous les corps policiers de toutes les sociétés du monde. Mais il faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut reconnaître qu'il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'il y a du racisme systémique? Moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas à l'idée aussi qu'il y a un privilège blanc. Et d'ailleurs, je vais vous parler brièvement d'une étude fascinante qui a été faite par il y a un institut, une fondation américaine qui s'appelle le Pew Institute. Pew, c'est P-E-W Institute. C'est une grande fondation. Ils font toutes sortes d'enquêtes, de recherches. Puis ils ont questionné les Américains sur le rêve américain. Qu'est-ce qui faisait qu'un individu pouvait gravir l'échelle sociale aux États-Unis? C'était quoi la voie du succès? Puis il y avait à peu près une douzaine de critères. OK? Puis les critères que les gens nommaient, c'était le premier, c'était travailler fort. Le deuxième, c'était l'ambition. Il y avait aussi des critères comme vivre dans une période où l'économie est bonne, vivre dans une famille stable, vivre dans une famille avec 2 parents, avoir fréquenté une bonne école secondaire. Donc ça c'était les premiers critères. Puis les 2 derniers critères, les critères donc les moins importants, il y avait même pas à peine 15% des gens qui répondaient, c'est le genre, c'est-à-dire le sexe, selon qu'on est femme ou homme. Donc, si on est femme, on va être désavantagé. Et le dernier, c'était la race. Alors, les Américains ont répondu ça. Donc, dans l'esprit de la grande majorité des Américains, c'est pas un handicap. OK? Alors, donc, et ils ont fait la même étude. Le Pew Institute a fait la même étude au Canada. Et le résultat est identique. Alors, pour la majorité des Canadiens, la très grande majorité des Canadiens, là, ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, ce que j'appelle moi le sexe, ou la race, c'est quelque chose qui est très marginal dans la réussite de l'individu. Alors, quand Justin Trudeau dit on vit dans une société qui est structurellement, de façon systémique, raciste, discriminatoire, ben il vit pas dans la même société que les autres Canadiens. Il vit pas dans la société qui est supposée de représenter et mener. Alors Justin Trudeau, il est complètement dans le champ. Il vit dans une bulle. C'est un type qui a jamais travaillé de sa vie à peu près, un peu comme son père. Et il vit dans une bulle. Puis il comprend pas c'est quoi le Canada. Alors même pour le Canada, ça vaut pas cette notion-là de privilège blanc. Je vais vous donner un autre exemple.
il y a à peu près 15 ans, je suis allé à Toronto dans un colloque, puis il y a un des professeurs là-bas qui m'a fait faire un tour de la ville, il m'a dit, Stéphane, il dit, dans les années 80, dans les années 70, il y avait 85% des Torontois étaient d'origine WASP. 15% c'était des nouveaux Canadiens. Il dit, aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a juste 15% de Torontois qui sont d'origine WASP, puis le reste, c'est des gens qui viennent d'autres groupes culturels, puis ont immigré depuis 1, 2 ou 3 générations. Alors, si dans une ville comme Toronto, 85% des gens sont pas WASP, si vous êtes peut-être allé à Toronto, dans un hôtel, là, cherchez-les Blancs. Il y en a pas beaucoup. Alors, qui domine qui dans cette société-là? Est-ce qu'il y avait encore vraiment une espèce de pouvoir fantôme blanc qui veille, qui surveille les citoyens? Non, là, on est comme dans un délire intellectuel. On est aujourd'hui comme à la fin des années 70, dans les derniers moments du marxisme, là, où le marxisme était devenu tellement délirant qu'il n'y avait plus aucune prise sur le réel. Alors, vous dites qu'il n'a plus aucune prise sur le réel. Néanmoins, ce discours parvient aujourd'hui à mobiliser une bonne partie de une partie de la population. On l'a vu, par exemple, dans les rues de Montréal, dans la première manifestation suite aux événements de Minneapolis au Minnesota aux États-Unis. Une manifestation, on nous dit, de 10 000 personnes. De même, ce discours structure les politiques publiques. On peut penser à toutes les différentes agences de la bureaucratie diversitaire qui travaillent à réformer, à reconstruire la société québécoise ou canadienne à la lumière de concepts comme racisme systémique, discrimination systémique. Donc, vous nous dites ces concepts sont un peu à bout de souffle intellectuellement. Pourtant, ils traversent encore l'espace public. On peut même donner 2 exemples. Doug Ford qui dit d'abord il n'y a pas de racisme systémique au Canada et la pression est tellement en Ontario, mais la pression est tellement forte qu'il doit changer d'avis en quelques heures. Et la campagne contre François Legault qui est assiégée en ce moment pour le contraindre à avouer entre guillemets que le Québec est coupable de racisme systémique. Est-ce qu'on peut dire que ces concepts-là sont épuisés ou inversement, est-ce qu'ils n'ont pas une puissance indéniable dans la définition de l'espace public? Oui, mais ils sont au cœur d'une lutte actuellement. À la différence de l'exemple que j'ai donné du marxisme qui était de plus en plus en porte-à-faux avec le réel, ben à l'époque, à la fin des années 70, les États en Occident, là, utilisaient pas ce vieux marxisme-là pour influencer les consciences. Aujourd'hui, c'est ce discours-là, c'est un discours qui a été inventé par l'élite, qui est utilisé par l'élite pour conforter le pouvoir d'une élite qui est menacée parce que si on se reporte au début de la pandémie, il y a dans beaucoup d'éditoriaux, des chroniques, il y avait des gens qui disaient le mondialisme, c'est fini. La mondialisation, c'est fini. L'ouverture tout azimut des frontières, c'est fini. On va revenir à quelque chose comme l'État-nation, l'État-providence, la social-démocratie, un monde où on va valoriser l'enracinement, le local. Alors, il y a beaucoup de gens, vous en êtes, Mathieu, j'en suis, il y a beaucoup de gens qui veulent passer à autre chose, mettre un terme à ce long moment là dans lequel on a été depuis les années 80, où on désindustrialisait, puis on envoyait dans le fond nos jobs en Chine. Alors, il y a des forces, il y a des forces très fortes dans la société qui veulent rester, qui veulent continuer, qui veulent appuyer sur la pédale à gaz pour aller plus vite encore dans la voie de la mondialisation. Il y a des enjeux économiques terribles. Alors,
je voyais même aujourd'hui dans le Journal de Montréal, la compagnie Aldo, là, qui vend des chaussures, là, qui font face à la faillite. Ils vont payer les frais d'avocat des gens qui ont été arrêtés par les policiers il y a quelques jours lors de la manif à Montréal, les gens qui ont fait du saccage au centre-ville. Alors, il y a une grande compagnie québécoise, une des grandes fortunes, Aldo, qui dit « Bravo! Le saccage, le pillage, on va vous aider, cher ami. » Alors, c'est clair qu'actuellement, là, en Occident, il y a vraiment là il y a un conflit sur vers où on va aller dans les prochaines années. Vers où on va aller? Est-ce qu'on va redonner une certaine influence aux électorats, aux nations, au peuple, ou on va continuer à avancer dans la mondialisation, dans la construction d'une société où les petits salariés sont de plus en plus mis en concurrence avec des États où la main-d'œuvre est opprimée, où la main-d'œuvre est traitée comme des esclaves, et où, en tout cas, si on pense à la Chine, où c'est un État totalitaire qui gagne en influence. Nous arrivons vers la fin de l'émission. Je me permets de vous ramener sur un élément qui me frappe. On l'évoquait, vous l'aviez évoqué tantôt. Il y a une progression d'une forme du concept d'américanité au Québec à partir des années 80, une identification croissante aux États-Unis, cette idée que notre véritable destin était continental, la réinvention du mythe du coureur des bois pour aller véritablement explorer toutes les opportunités du continent. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une originalité des temps présents, et c'est non seulement, je dirais, la prise de conscience de notre ancrage continental, très bien, mais notre identification mentale au schème culturel américain, au point même où, je le redis, les Québécois qui se voyaient historiquement, comme un peuple dominé. On pourrait dire qu'il y avait, à l'échelle de l'Amérique du Nord, il y a 3 grands groupes qui ont été victimes d'une manière ou de l'autre de discrimination ou d'oppression. Il y a les Noirs américains, il y a les Amérindiens et il y a ceux qu'on appelait les Canadiens français. Et aujourd'hui, c'est comme si l'histoire, la sociologie, la diversité des peuples était abolie autour du simple critère racialiste. C'est-à-dire que parce qu'ils sont blancs, automatiquement, les Québécois appartiennent à l'histoire de la domination blanche américaine, nord-américaine, états-unienne, pour le dire ainsi. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, le racialisme nous fait, qui prétend révéler l'angle mort de notre société, eh bien, nous fait perdre la conscience de la différence historique entre les peuples, des différences sociologiques entre les sociétés. Est-ce qu'on peut dire autrement dit que le racialiste qui dit, ben, vous êtes blanc, donc vous avez Québec, Mississippi, Alabama, même combat. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas en train, à travers cette espèce d'obsession racialiste, de tomber dans une forme de simplisme terrifiant qui fait perdre conscience de la singularité québécoise, de l'histoire québécoise, de la société québécoise, de la sociologie québécoise, des origines de notre société, et ainsi de suite? Est-ce que l'obsession raciale n'est pas en train de gommer notre capacité à lire la singularité des sociétés? Tout à fait. Puis, puisqu'on avance vers la fin de l'entrevue, je vais revenir à l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, de Triple Package. L'une des choses qui a fait que les 9 groupes que j'ai identifiés ont réussi à se hisser au sommet de la société américaine, les auteurs montrent que ces groupes-là sont comme des outsiders. C'est des groupes qui refusent d'accepter les principes de la culture américaine contemporaine, culture qui est beaucoup relayée, diffusée par les masses médias, qui dit faut vivre dans le présent, faut pas souffrir, faut penser à soi. Ça, c'est vraiment les principes là qui viennent aussi de la psychopop. Alors, ces groupes-là, au contraire, c'est des groupes qui ont une certaine méfiance vis-à-vis l'American Way of Life, l'idée qu'il faut avoir du fun dans la vie. Et dans chacun de ces groupes-là, les parents ont tendance à dire aux enfants, on a fait des efforts importants, nous, comme parents. Tes grands-parents, donc c'est le discours qu'on tient aux enfants, donc tu es porteur d'une histoire familiale, tu es porteur d'une histoire de notre culture. Alors, plusieurs de ces groupes-là, c'est des groupes
qui sont venus évidemment d'Iran après la révolution islamique, qui sont venus de Cuba aussi après la révolution castriste. C'est des Juifs aussi qui sont arrivés aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, t'as des parents qui disent faut que tu travailles fort à l'école. La vie, c'est pas juste du fun, c'est de l'effort. Faut que tu reportes à plus tard les gratifications que la vie apporte. Et au Québec, on a été fragilisé en étant influencé par la culture contemporaine américaine qui nous dit faut penser à soi ici et maintenant. On n'est pas porteur d'une histoire. Alors ça c'est vraiment là, c'est quelque chose qui nous fait très mal au Québec. Puis il faut réapprendre au Québec qu'on est des héritiers d'une culture, et c'est la meilleure façon d'amener les enfants, les Québécois, vers un sentiment d'appartenance à une culture, la culture québécoise, puis sentiment d'appartenance à quelque chose qui est plus grand que soi, puis ça permet à nos enfants, nos adolescents, de développer une éthique du travail. Ce que les auteurs, eux, appellent la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité à travailler fort maintenant, à se priver dans le présent en vue d'un but qui est honorable dans le futur. Donc, c'est pour ça, mon commentaire sur Facebook, là, cette semaine, je disais c'est la même chose au Québec, on vit la même chose au Québec. Si on regarde les grandes universités canadiennes, les meilleurs collèges ou les écoles secondaires privées, là, dans les meilleurs programmes, c'est souvent des enfants d'immigrants. Parce que les parents de ces groupes immigrants-là disent aux enfants, faut que tu travailles très fort. Pense aux sacrifices qu'on a fait. Pense aux sacrifices que tes grands-parents ont fait. Et donc, ces enfants-là, ils ont une pression très forte pour réussir. Mais on les appelle à réussir au nom d'une loyauté, d'une fidélité à une histoire familiale et à l'histoire de la communauté ou de la nationalité à laquelle on appartient. Donc, cette étude-là est extrêmement intéressante parce que ça ouvre des voies pour comprendre comment au Québec on pourrait assurer une meilleure transmission avec nos enfants. Alors Stéphane Kelly, je vous remercie pour ce passage aux idées mènent le monde et pour cette leçon de sociologie. C'est un plaisir de vous recevoir et à une prochaine fois, j'espère. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.